Donc nous allons faire une lecture à deux voix de éthique des organisations au prisme des plus vulnérables. Alors pour introduire, Cyril disait les plus vulnérables, eh bien je crois que nous comprenons qui sont ces personnes les plus vulnérables, celles qu'on ne voit pas, celles qui sont souvent justement invisibilisées par le système de santé. Donc notre propos va essayer d'interroger aussi cet après-midi l'éthique du point de vue justement de ces usagers vulnérables ou rendus vulnérables par l'institution. Alors, de l'organisation de la santé, institutionnelle et professionnelle, quelle place pour une prise en compte éthique de l'usager dans la construction, le management, le financement, les ressources humaines, l'organisation des soins? Si la loi du 4 mars 2002 a affirmé que l'usager était au centre du système de santé, peut-on cependant considérer qu'aujourd'hui, l'organisation du système de santé s'élabore à partir de la vulnérabilité de l'usager, du patient, du malade, et sur une conception du bien, du juste, de l'accomplissement humain? Une organisation qui s'élaborerait à partir de l'usager s'appuierait sur ses besoins, son bien-être, sur une valeur de justice, de dignité, sur une conception de la globalité de la personne, sur une volonté de répondre à ses attentes affectives, sociales, sur une prise en compte de sa vulnérabilité, de sa souffrance humaine, de ses blessures. Cette organisation se déclinerait autour de principes d'humanité, de solidarité, de communauté, de reliance, d'humilité, et chercherait à concilier science, expertise, réussite, avec incertitude et complexité, tout en déployant une qualité de travail pour les professionnels adaptée au rythme des usagers, à leurs émotions, à leur âge, à leurs compétences, à un souci partagé du soin pour une vie bonne, en référence à Paul Ricoeur. Une entreprise probablement difficile à substituer à ce qui fait le quotidien de notre cheminement dans une structure hospitalière. Admission, sortie, visite autorisée, bloc opératoire, entrée interdite, consultation, unité, pôle, service, soins sans consentement, consentement aux soins, cadre de santé, qui succède à surveillante, comme le disait ce matin Pauline Lenellet. Cadre supérieur. Peut-on imaginer qu'on réduise ainsi la vulnérabilité de la personne qui souffre, et particulièrement celle qui n'a pas d'aisance pour s'exprimer, pour se repérer, celle qui vit en situation de handicap ou qui se confronte à son vieillissement, qui va partager sa chambre avec un inconnu et qui n'aura que le lit comme espace assigné? Certes, mon propos est utopiste et la visée éthique que je prône est celle de l'individu, de l'estime de soi, et il nous faut la concilier avec une éthique de société, avec des normes, concilier liberté et responsabilité, efficacité et confiance. La démocratie en santé, introduite dans les années 2000, reste insuffisante pour résoudre le rapport de vulnérabilité induit par une organisation verticale et hiérarchisée, devenue trop éloignée de la personne malade. La déréliction semble être devenue un point de partage entre une organisation qui dérive et un patient qui se résigne. Il est peut-être temps de se retrouver autour d'une construction éthique de résistance et d'espérance. Edgar Morin écrit que l'éthique peut se régénérer là où elle avait dégénéré. Volonté, libre arbitre, altruisme, humanité, connaissance, science, pratique et expérience, évaluation, innovation, fragilité, vie et mort, lien social, incertitude, ce sont quelques mots d'un abécédaire à compléter pour une nouvelle éthique de l'organisation.
Bon, les gens dans la salle qui me connaissent savent que je suis beaucoup plus terrain. C'est magnifique ce que tu as dit. Il n'y a rien qui vous a surpris ce matin? À part Monsieur Maurice, on n'a jamais parlé du patient. Finalement, éthique, oui, très bien. Mais pourquoi l'éthique? Alors je comprends la souffrance du soignant, je comprends tout ça, mais à quoi servons-nous? À quoi servez-vous? Vous servez à guérir des patients. Et l'éthique doit, l'organisation doit être faite au profit du patient. Je peux vous donner plein d'exemples d'organisations qui manifestement ne sont pas éthiques. Alors, on a beaucoup parlé de maltraitance institutionnelle des EHPAD. Moi, c'est un terme qui m'a toujours choqué. J'ai manifesté à l'Est Levin, non pas parce qu'ils n'avaient pas assez de personnel, ça c'est pas mon sujet, mais uniquement parce que c'est nos vieux, et quelque part, on doit s'occuper d'eux. Et quand j'entends parler de maltraitance institutionnelle, je me dis, là, on est à côté de la plaque. Vous voulez un autre exemple? La T2A, c'est un truc extraordinaire, la T2A. Oui, mais on fait plus de césariennes aujourd'hui qu'on en faisait avant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une césarienne, ça se programme, et en plus, ça rapporte des sous. Pourtant, une césarienne, ça s'appelle une mutilation. Donc finalement, une organisation éthique vue du patient, c'est quoi? C'est une organisation qui va permettre aux soignants de prendre des décisions éthiques. Moi, je regrette que ce matin, il n'y ait pas eu la directrice générale du CHU qui intervienne parce que un établissement qui se dit éthique, d'abord il ne peut pas se dire éthique comme ça, je suis un établissement éthique, c'est le résultat d'une véritable volonté de la direction de l'établissement au plus haut niveau. Vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, mais dans une organisation comme un CHU, je ne parle pas d'un petit hôpital, voilà, s'il n'y a pas une volonté ferme de développer l'éthique, mais vous imitez ce que vous voulez, il ne se passera rien. Et une fois que vous avez décidé, vous avez pris cette décision d'être un hôpital entre guillemets éthique, eh bien, il va falloir derrière mettre une structure de contrôle. On a des comités d'éthique, ils sont très bien les comités d'éthique, mais on y traite de sujets qui ne sont pas forcément le quotidien des soignants que vous êtes tous. Et si on mettait quelqu'un du comité d'éthique au plus haut niveau de la direction du CHU, et qui se chargerait de vérifier que les décisions sont éthiques, sont éthiques dans le fait qu'elles vont induire des comportements éthiques. Parce qu'en final, il n'y a que ça qui intéresse le malade. Mais on n'a pas eu cette position. Donc je ne sais pas, c'est un sujet, Monsieur Stendhal, qu'il faudrait qu'on regarde. On parle d'éthique, on parle de handicap. C'est pareil, la politique handicap que devrait avoir tout établissement est quelque chose d'éminemment éthique. Mais encore une fois, ça ne se décide pas. Ça se construit, ça se co-construit. Oui, la parole des soignants est indispensable. Oui, la parole des médecins est indispensable. Oui, la parole des usagers est indispensable pour construire une politique handicap et une vraie politique éthique. L'éthique ne se décide pas. L'éthique, c'est quelque chose qui doit se construire. Il doit y avoir une charte. Il faut que les gens y adhèrent. Et tant qu'on ne fera pas ça, parler d'éthique, c'est un petit peu se regarder le nombril. On oublie à quoi ça doit servir en final. Certes, les soignants, j'entends la souffrance des soignants, j'entends les silences, j'entends des choses comme ça, mais en final, c'est pour le malade. Est-il normal? Les EHPAD, moi j'aime bien les EHPAD. Maltraitance institutionnelle, oui. Ma femme qui est bénévole dans un EHPAD me dit que cet été, un monsieur n'a pas eu de douche pendant 3 semaines. Ah bien sûr, on me ressort le Covid, je ne sais pas pourquoi, mais le Covid, et pas assez de personnel. Non. Est-ce que vous pouvez accepter que votre père ou votre mère ne sera pas douché pendant 3 semaines? Ma réponse est non. Alors quand vous discutez de ça avec un directeur d'EHPAD, dans son EHPAD, tout marche toujours bien. Je ne suis pas d'accord avec ça. Tant qu'on ne mettra pas dans les EHPAD des représentants des usagers, au sens représentant des usagers à l'hôpital, donc quelqu'un indépendant, soumis au secret professionnel, formé, les EHPAD continueront à fonctionner en circuit fermé. C'est pas bon.
je ne pense pas que le fait d'être médecin fasse qu'on est bon manager. Le management, il y a des écoles. Ça s'apprend. C'est pas quelque chose qui s'invente. Et c'est pas parce qu'on est médecin qu'on sait tout faire. Certains médecins en sont parfaitement capables intérieurement, mais la plupart, j'en suis pas complètement sûr. Moi, il y a un truc qu'on m'a appris à l'armée, c'est que si tu veux envoyer quelqu'un se faire tuer, il faut l'aimer. Moi, j'ai pas entendu parler d'amour dans vos relations ce matin. J'ai pas entendu parler de respect. J'ai pas entendu parler de choses comme ça. Et je pense vraiment que, à regarder votre organisation depuis des années, il y a une déconnexion entre la base, les médecins, les cadres. Moi, je pense que les cadres sont déconnectés. Alors peut-être par surcharge de travail, mais le relais que devrait être le cadre dans l'organisation, à mon sens, il se fait pas correctement aujourd'hui. Et puis surtout, l'armée, on travaille dans un seul sens. Tout le monde travaille dans le même sens. C'est pas forcément ce que je vois tous les jours à l'hôpital. Voilà, donc si je peux résumer, l'éthique, ça ne se décrète pas. L'éthique, il faut qu'il y ait du concret. Ce que disait monsieur Maurice ce matin, ok, avoir des réflexions éthiques, c'est bien, mais derrière, il faut que ça se concrétise dans quelque chose. Il ne faut pas rester dans le nuage, dans le... Voilà. Je vous remercie. Ah, je suis moins académique qu'elle. Hein.